Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Bonjour tout le monde. Donc ici c'est donc Geoffroy Vitou et Dominique Seguin. Et voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu, généralement on laisse 2-3 minutes pour que les gens arrivent et que vous puissiez prendre un café ou un verre d'eau. Donc voilà, moi c'est déjà le cas, mais n'hésitez pas à prendre un verre d'eau ou un café et on revient tout de suite. Bienvenue à tous. Je vais laisser Geoffroy démarrer le webinaire. Oui, tout à fait. Donc, déjà, pour commencer, comme on s'était dit, comme beaucoup de gens font un peu la petite faute de temps en temps, donc c'est bien Geoffroy et pas Geoffrey, mais c'était rigolo justement pour pouvoir démarrer. T'inquiète pas, ne vous inquiétez pas, Dominique, c'est quelque chose qui arrive souvent. Donc, voilà. Donc, pour ceux qui sont habitués pour les webinaires d'Efficie ou pour les webinaires d'Idyll, on essaye depuis début mars de faire justement un webinaire par semaine. Et on a évolué un tout petit peu en se disant que ça pourrait être intéressant en même temps de vous faire un webinaire avec des experts, nos partenaires ici dans le cas échéant. Et donc déjà, je voulais remercier beaucoup Dominique pour d'être présent et donc de vous partager un peu son expérience. Qui est vraiment important pour nous à FICI, c'est d'impliquer nos partenaires, notre écosystème aussi. Et Questio, pour ça, était vraiment intéressant parce que justement, ils avaient cette approche professionnelle de marketing et commercial. Donc, voilà, j'espère que ça va vous être utile. Si vous avez des questions, le chat est là, donc n'hésitez pas. L'événement est enregistré et il pourra être revu pour ceux qui sont ici présents. On va aussi également vous partager une petite dizaine de slides également à la fin du webinaire. Donc voilà, comme d'habitude, avec vous, généralement, il y a beaucoup d'interactions. On espère que ce sera encore le cas aujourd'hui. Et n'hésitez pas à poser vos questions. On essaiera d'y répondre, sinon au fur et à mesure. Je les pointerai aussi pour que la session de questions-réponses, on puisse vraiment approfondir vos questions à la fin. Cependant, s'il y a vraiment quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas. J'essaierai aussi de poser mes petites questions ou donner des inspirations au fur et à mesure de ce qu'on fait à FICI pour que ça puisse peut-être vous aider. Et donc voilà. Donc Dominique, à vous la parole et encore merci beaucoup d'être l'expert de ce webinaire aujourd'hui. Eh bien, merci Geoffroy pour cette introduction. Est-ce qu'on entend bien? Je vois Jean-Paul qui nous demande si on entend. Moi, j'ai l'impression que ça fonctionne. Oui, pour moi aussi. Ok. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Ravi de démarrer ce webinaire sur un sujet important qui sont finalement, quelle stratégie commerciale à partir du 11 mai. Moi, j'ai un parcours essentiellement au sein d'organisations dans des fonctions commerciales B2B, notamment dans des structures de culture anglo-saxonne où j'ai pu apprendre effectivement beaucoup de fondamentaux d'organisation, d'outils, de méthodes au sein de ces organisations-là. J'avais la direction des ventes de DHL Express pour la France. Et puis, j'ai rejoint Questio depuis 2013. Je suis directeur général en charge du développement. Notre métier chez Questio, c'est d'accompagner les entreprises, leurs dirigeants, leurs équipes sur toute l'amélioration de leur chaîne marketing et commerciale. On a à peu près 150 à 200 clients et on les accompagne depuis maintenant 4 années avec du visio-training, du visio-coaching. Et donc, on a intégralement digitalisé nos modes d'intervention pour accompagner nos clients. Et depuis un mois, en fait, on fait un travail de fond avec beaucoup d'entre eux. Et c'est aussi avec ce travail qu'on fait avec eux qu'on a pu construire ces réflexions autour des stratégies commerciales. Qu'est-ce qu'on va faire dans les prochaines semaines et comment est-ce qu'on va pouvoir remettre en route nos clients, nos prospects, nos commerciaux, et comment est-ce qu'on va pouvoir redémarrer et organiser au mieux les prochains mois. On va commencer tout de suite par un sondage qui va apparaître à votre écran, que je vais vous afficher et que vous allez pouvoir voir d'ici quelques secondes.
Quelle est l'évolution de votre chiffre d'affaires depuis le début de la crise? Vous pouvez y répondre. On ait déjà un petit peu de contenu sur votre situation à date. Forte baisse 60%, en baisse 50%. Donc en tout cas, des baisses constatées chez tout le monde et quand même une part importante d'entreprises qui voient leur chiffre d'affaires fortement baissé, 18% stable, ça se pose un petit peu. Voilà, donc 80% qui sont à minima en baisse et puis 15% qui sont en hausse. Alors, merci déjà pour ces premiers retours et ces informations-là, elles sont importantes. Ça nous permet de partager un contenu et de savoir où est-ce qu'on en est tous. Déjà, pourquoi est-ce qu'il faut continuer finalement absolument l'action commerciale? Pourquoi est-ce qu'elle est effectivement extrêmement importante? Déjà, parce que les ventes, c'est le département qui, dans l'entreprise, est le plus concerné par la génération du revenu. C'est celui qui a cette responsabilité-là, donc qui va être sur le pont depuis quelques semaines et encore plus dans les prochaines semaines, parce que il va devoir aller chercher des sources de revenus pour toute l'entreprise. Deuxième raison pour laquelle il faut absolument continuer, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on perd des clients de manière normale, ça s'appelle le churn, l'attrition, on perd naturellement chaque année des clients, 5, 10, 15%, ça dépend des secteurs d'activité. Là, ça va être évidemment encore plus conséquent. On ne doit pas oublier que les concurrents vont aussi évidemment appeler vos clients. Donc, la concurrence ne s'est pas arrêtée avec le Covid. Au contraire, elle va évidemment se renforcer. Donc, il ne faut pas attendre. Il y a un élément qui est important aussi, c'est que vous le savez, en tant que dirigeant d'entreprise, manager commerciaux, évidemment, les cycles de vente, ils ont une durée incompressible. Donc, entre le moment où on sème et le moment où on récolte, il y a évidemment un temps. Les mesures économiques de soutien, évidemment, elles vont pas durer tout le temps, et c'est pas le but d'être en permanence avec ces petites roulettes. Et puis, dernier élément, les seules batailles que l'on perd sont celles que l'on ne mène pas. Effectivement, il va falloir se dire qu'il va falloir reprendre, aller de l'avant. Si on n'avance pas, on recule. Et on le voit dans cette photo, c'est qu'on voit à la fois une vague, on voit la digue, on voit le phare avec cette dimension un peu stratégique, comment est-ce qu'on va pouvoir voir plus loin. C'est un peu ce qu'on va essayer de voir ensemble aujourd'hui. On va prendre 30-35 minutes de présentation et puis ensuite, on aura évidemment une phase de questions-réponses pour répondre au mieux à toutes vos questions. Alors, les thématiques et notre menu aujourd'hui, comment est-ce qu'on va travailler le sujet de l'état d'esprit, comment est-ce qu'on va faire évoluer la proposition de valeur, comment est-ce qu'on va sécuriser clients et prospects, et enfin le sujet de la vente à distance. Quelles sont les évolutions et est-ce que c'est une opportunité ou une fatalité? Premier sujet concernant les commerciaux. Évidemment, pour ceux d'entre vous qui avaient des commerciaux, qui dirigeaient des entreprises dans lesquelles vous avez des équipes commerciales, la période, au-delà de la dimension sanitaire pour chacun de nous, elle est particulièrement déstabilisante pour les fonctions commerciales. Ils ne peuvent plus voir leurs clients. Ils sont potentiellement touchés sur leur rémunération variable. Ce qu'ils aiment faire dans leur métier, qui est de rencontrer des gens, de visiter leurs clients, de les aider, ils ne peuvent plus l'effectuer de manière normale et ils doivent le faire à travers des outils donc qui peuvent être très déstabilisants. Donc, faut pas sous-estimer que pour beaucoup d'équipes commerciales, la situation actuelle, elle est évidemment anxiogène et évidemment déstabilisante. Alors, comment est-ce qu'on peut voir les choses finalement? Déjà, plusieurs éléments. Les commerciaux, ils sont habitués finalement aux obstacles. Le Covid en est un qui est majeur, mais dans l'absolu, la concurrence, le niveau de prix, l'innovation, la capacité d'entreprise à délivrer de la qualité, les sujets de facturation, la prospection, finalement faire du business quand on est commercial, c'est déjà s'habituer à faire face à des obstacles de toute nature et c'est le quotidien. Donc en soi, c'est un obstacle parmi tant d'autres et bonne nouvelle, les obstacles, ce sont aussi des opportunités. Je rappelle que les avions décollent face au vent et donc ça veut dire que sans l'obstacle, ça ne fonctionnerait pas et donc ça veut dire aussi que ça peut être une source d'opportunité et on va essayer d'en partager certaines aujourd'hui.
Donc, premier sujet sur la manière de voir la situation. Deuxième élément, ce qui est compliqué, c'est que dans une même journée, on peut avoir d'une minute à l'autre, d'une heure à l'autre, d'une journée à l'autre, des bonnes et des mauvaises nouvelles, et c'est un peu comme une caisse qui tourne. Vous voyez pas toujours la même face. Vous pouvez avoir un jour où il y a un de vos clients qui maintient une commande, des clés et ça vous remet de l'énergie. Et puis le lendemain, vous avez 3 clients qui finalement vous annulent des commandes ou qui ne vous répondent plus. Et d'un coup, le moral peut baisser. On va voir que ça, c'est pas simple à gérer. Qu'est-ce qui est important, c'est de se dire déjà, première règle, sur quoi est-ce qu'on peut se focaliser qui est entre nos mains. La réalité, c'est que la réalité macro qui nous entoure, qu'elle soit sanitaire, politique, économique, gouvernementale, ce sont des décisions sur lesquelles on n'a pas la main directement. C'est un niveau macro qu'on prend comme un facteur externe, qu'on prend comme un élément de contexte, mais sur lesquels vous, en tant que leader, manager, vos équipes, n'ont pas la main au quotidien. Ça veut dire qu'à un moment, il faut être capable de se remettre sur des niveaux d'action, des champs d'action qui sont extrêmement opérationnels. Et on le voit dans les exemples que je donne, on peut voir les choses de manière différente, verre à moitié plein, verre à moitié vide. On peut se dire, mes clients prennent aucun appel ou ils disent effectivement qu'ils ont autre chose à faire. On peut aussi regarder les choses positives. J'ai 10% de mes clients qui ont accepté de se parler, par exemple, la semaine prochaine. On ne peut plus visiter nos clients. On se rend compte aussi, c'est vrai, on peut peut-être plus les visiter. Pour autant, on va avoir un rôle qui va évoluer. Donc, on se rend bien compte dans la manière dont ça fonctionne qu'on a des zones de possibles qui sont en train de réapparaître tout doucement. Et il va être extrêmement important pour vous, en tant que manager, leader commerciaux, de pouvoir orienter l'énergie de vos équipes vers ces possibles, parce qu'on doit à nouveau les repositionner, les reprojeter dans une situation qui soit favorable et dans laquelle ils prennent conscience qu'ils ont une capacité à impacter le réel. 2 recommandations là-dessus. Un outil, un canal qui est plutôt collectif, qui serait un point de partage régulier, qui peut être quotidien, qui peut être même bi-quotidien, avec vos équipes commerciales pour partager les news, les nouvelles du jour précédent, ce qui a bien fonctionné et les actions prévues aujourd'hui. Un point important quand on est en gestion de crise, c'est qu'il y a la dimension macro, la dimension méta qui nous environne, et puis à un moment, il y a notre réalité d'humain, ici et maintenant, à un instant T, et vous, en tant que leader, il va falloir que vous aidiez vos équipes à se recentrer sur des actions concrètes, au-delà de l'environnement, qui évidemment, pour plein de bonnes raisons, est légitime et respectable, peut être anxiogène. Il faut arriver à se recentrer, à les recentrer sur ces éléments-là. Donc, ça veut dire parler de clients concrets auxquels on va parler et partager les bonnes pratiques. Deuxième niveau d'intervention, en tant que manager, c'est de reprendre des temps de one-to-one qui soient formels ou informels, privilégier les deux d'ailleurs, maintenir les points réguliers formels, mais aussi avoir des temps de discussion informelle avec vos équipes. On dit souvent dans nos métiers d'accompagnement qu'un bon manager commercial, il doit passer entre 50 à 70% de son temps en coaching de ses équipes, puisque c'est pas lui qui parle aux clients. Donc son rôle, comme un entraîneur sportif, c'est d'aider son équipe à marquer les buts. C'est pas lui qui les marque. Et donc son rôle, c'est d'aider son équipe à se développer, à se renforcer et à être la meilleure possible sur le terrain. Et donc, évidemment, ces temps-là sont encore plus importants, d'autant plus à distance, de surtout pas laisser l'impression que tout va bien, parce qu'à la réunion collective, tout le monde avait l'air de dire que tout allait bien. Il faut retrouver des temps d'échange individuels, détachés du business, avec chacune de vos équipes, pour vraiment aller les remettre en route, les sonder et les accompagner. Pour les équipes commerciales, c'est une période particulièrement stressante, anxiogène. Ils ont beaucoup de questions pour lesquelles ils n'ont pas les réponses, beaucoup d'obstacles de la part de leurs clients. Vous avez un rôle majeur de les porter, de les inspirer et de les remettre en route et de faire en sorte que leur mental soit le plus actif possible pour redémarrer les prochaines batailles qu'on va voir ensemble maintenant. Premier sujet, voilà, sur le mental, l'état d'esprit et des premières clés sur la manière de pouvoir les remettre en route progressivement avec des choses simples, mais tellement importantes en ce moment, parce que ça déstabilise évidemment aussi les managers qui, pour beaucoup d'entre vous, ne peuvent plus échanger de manière sympathique et quotidienne avec leurs équipes. Premier sujet,
Deuxième sujet sur lequel on va travailler, qui est l'évolution de votre proposition de valeur et de votre modèle commercial. Ça, c'est une phase extrêmement importante. On est dans une phase sur laquelle je vais vous sonder pour voir combien d'entre vous ont commencé à re-questionner, le sondage est à l'écran, combien d'entre vous ont commencé à re-questionner leur raison d'être pour mieux répondre à la situation et mieux s'adapter finalement à leurs clients. Je vous laisse commencer à répondre. C'est un sujet effectivement extrêmement clé qu'on partage, nous, depuis à peu près 1 mois et demi avec nos clients et pour lesquels on les aide évidemment à pouvoir se poser les bonnes questions sur ce sujet-là. Alors, allez, 60%, un peu, pas du tout. 50%, donc voilà, 50%, un peu, pas du tout. Et puis 44% en cours. Voilà, on va stopper là. 60%, un peu, pas du tout. Et puis un gros tiers qui a commencé ce questionnement-là. Effectivement, pourquoi c'est important comme question? C'est important parce que si vous appelez vos clients ou vos prospects pour leur parler business, il y a des chances qu'ils trouvent ça assez incongru. Et ils vont vous dire, écoutez, vous n'avez peut-être pas suivi l'actualité, mais il y a d'autres choses à faire en ce moment, donc reportons nos conversations. Et donc, on se retrouve avec des équipes commerciales, et nous, nos clients nous le disent, on ne peut plus parler à nos clients. Et puis, quand bien même ils nous répondraient, on ne sait pas quoi leur dire. Donc là, il y a un premier sujet, c'est de se dire que depuis le 16 mars, depuis en tout cas les confinements dans la majeure partie des pays européens, ce qu'on proposait avant aux clients ne peut plus être la feuille de route des prochains mois. Il va falloir se reposer la question de se dire quel est mon rôle fondamental et arrêtons de vendre ce que j'ai à vendre, voyons plutôt ce que les clients veulent acheter. Et donc, pour se faire ce travail de fond, et certains d'entre vous, il y a un tiers qui ont commencé à le faire, donc on utilise un outil qui s'appelle l'échelle des finalités et qui doit permettre de faire évoluer la manière de proposer vos services. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que cela permet de faire? Et par des questionnements itératifs et répétés, fondamentalement, quelle est notre raison d'être en tant qu'entreprise dans notre écosystème? Une question qui est utile quand on fait ce travail-là en équipe, avec vos équipes commerciales, vos équipes marketing, vos équipes de direction commerciale, générale, marketing, mais aussi les équipes terrain. Clairement, il faut associer le terrain, il faut associer ceux qui parlent aux clients. Si votre entreprise était une association à but non lucratif, quel serait son objet? L'idée, c'est de trouver des pistes de conversation qui vont permettre de repenser son rôle dans son écosystème au-delà des flux de revenus de business traditionnels auxquels on est habitué, parce qu'on doit trouver des moyens de continuer à converser avec nos clients. On doit trouver des moyens de pouvoir trouver des points d'accroche. Quel va être le bénéfice de cette démarche? C'est que ça va vous permettre, et je vais partager des exemples juste après, de pouvoir challenger la manière de penser, par exemple, l'accompagnement de vos services, le canal d'intervention, les types de produits qu'on va vendre, les cibles, le modèle de revenu. Par exemple, sur le modèle de revenu, on sait en ce moment que beaucoup d'entreprises sont en train de stopper effectivement tout ce qui est CAPEX, les dépenses d'investissement lourdes, pour les remplacer et valider uniquement des dépenses opérationnelles, des dépenses en OPEX. Comment est-ce qu'on peut faire quand on est un acteur sur des logiques d'investissement qui sont plutôt CAPEX? Comment est-ce qu'on peut trouver des pistes de réflexion pour aller proposer de l'OPEX? Et pour ça, il faut repartir de sa raison d'être. Il faut quitter ce qu'on vend habituellement. Il faut quasiment faire feuille blanche et se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour penser autrement nos propositions de valeur. Là, j'ai des exemples à l'écran que vous voyez. Dans le domaine du sport, ils ont en moins de 10 jours revu leur offre pour passer d'une saison centrée sur le sport en extérieur vers une saison, vers le sport à la maison ou en appartement en manière confinée. Je dis en bas, il ne faut plus vendre ses produits, il faut vendre ce que vos clients veulent acheter. Si on prend l'exemple de la cosmétique, effectivement, une bonne manière de repositionner son offre, c'est peut-être simplement de vendre une gamme de produits qui est fortement demandée en ce moment, qui est le savon, plutôt que de se dire on va vendre tous les besoins un peu annexes de la cosmétique et du monde de la beauté. Si je prends d'autres exemples sur des opérateurs télécoms, si je prends des acteurs dans le domaine de l'automobile, plutôt que effectivement vendre le prix, le consommable, on peut peut-être vendre des logiques d'abonnement et d'avoir une logique de pricing qui soit un peu différente. Donc, c'est ces modes de réflexion-là qui va vous permettre de penser autrement et de se dire, de toute façon, le mode
de commercialisation pré-Covid pour les 12 à 18 prochains mois, il ne pourra pas être celui que vous connaissiez. Il faut forcément penser autrement votre manière de délivrer vos produits, vos services. C'est pas forcément très simple. C'est pas évidemment d'un claquement de doigts, mais au fur et à mesure, en réfléchissant, vous allez trouver des pistes de facturation, de proposition de valeur, de conversation avec vos clients, quels que soient les formats, et c'est ce qu'on voit dans le slide précédent, la manière d'accompagner, la manière d'intervenir, ça va vous permettre de voir les choses autrement. Ça, c'est le premier axe de travail sur la dimension raison d'être, marketing stratégique, positionnement de votre offre. Deuxième élément qui va être important, c'est votre modèle commercial. Qu'est-ce que c'est un modèle commercial? Un modèle commercial, ça vise à définir l'ensemble des actions, des ressources et des cibles qu'on doit mettre en œuvre pour atteindre un objectif donné à une échéance donnée. De manière très concrète dans la fonction commerciale, les questions qu'on va se poser, c'est où sont mes potentiels, quelles sont mes couvertures de portefeuille client, à quelle fréquence je les visite, pour quel type d'action, pour quels objectifs. Et ça va nous permettre de construire tout simplement à la fin, quand je dis tout simplement, il y a du travail de fond, mais c'est important. On commence à avoir 5, 10, 15 commerciaux. Dit autrement, quand j'ai 10 commerciaux, j'ai 2000 jours de travail. Comment est-ce que je les mets en face de mes clients si j'en ai 500, 1000, 10 000? Et donc, évidemment, la capacité à faire rejoindre mes ressources avec mes clients et leur potentiel disponible à atteindre, ben, ça va nous permettre de construire le plan d'action commerciale et évidemment mon organigramme, mon organisation commerciale proprement dite pour répondre à ce marché que j'adresse. Avec le Covid, on est obligé de le remettre à nouveau en questionnement parce qu'on ne peut plus utiliser le modèle d'avant. Quand vous ne pouvez plus visiter vos clients, on peut forcer tout ce qu'on veut. Si on ne peut plus visiter ses clients, il faut forcément penser à d'autres manières de faire. Donc, on est obligé de passer par un modèle qui va rechallenger, ressonder votre organisation actuelle. Par quelles étapes vous devez passer? Repartir de vos segments clients, aller vers vos typologies d'actions par segment et enfin, réévaluer vos ressources en fonction de ces segments-là. Les segments, c'est la première étape. Qu'est-ce que c'est les segments? C'est de partir non plus de l'ordre alphabétique ou l'ordre décroissant de chiffre d'affaires de vos clients, c'est de se dire, finalement, j'ai 3 typologies de clientèle. J'ai une typologie or, une typologie argent et une typologie bronze. Ma typologie or, c'est à la fois mes clients les plus importants et ceux qui ont le plus de potentiel. Donc, soit ils sont déjà très importants et il y a encore du potentiel, soit il y a très peu de potentiel et je ne parle que des clients dans ce que vous voyez à l'écran. Et dans ce cas-là, j'ai beaucoup de potentiel à aller chercher, même s'ils contribuent peu. Ceux-là, c'est ceux sur lesquels je dois mettre l'essentiel de mon effort commercial. Donc, il va falloir que vous travailliez sur la segmentation. Pour segmenter, il y a une segmentation par le chiffre d'affaires, c'est la colonne de gauche. Et ce qui est en haut, le potentiel, ça se segmente par la liste des critères qui vont vous permettre de dire tel client, il rentre dans telle catégorie de potentiel, grand potentiel, moyen potentiel, petit potentiel, c'est la définition de G', M', P'. Et c'est en croisant pour chacun de vos clients de votre portefeuille actif ces deux données, la contribution au chiffre d'affaires, je regarde dans le rétro, la contribution au potentiel, je regarde demain. En croisant les deux, vous allez pouvoir associer à chacun de vos clients un positionnement. Et ce qui se passe, c'est qu'un client hors pré-Covid peut demain être un client bronze ou un client silver. Si il a arrêté de commander, ben, il va descendre dans la hiérarchie des clients et donc il va devoir être repositionné. Geoffroy, vous voulez intervenir? Oui, tout à fait, Dominique. Je voulais justement vous dire que ça m'inspirait un peu parce que justement notre directeur commercial chez nous, pour donner un peu un exemple étayé, il a demandé à tous les commerciaux de recontacter, déjà d'être contactés les clients clés ou même la majorité des clients pour voir que tout va bien dans leur portefeuille et tout ça. Ensuite, tout ça pour leur montrer qu'on est là et qu'on est présent pour eux. Donc, on le fait aussi de différentes manières avec notre notebook, mais les commerciaux sont vraiment proactifs. Et puis, vous disiez analyser, actualiser son modèle commercial. Nous, il a demandé de faire aussi une analyse SWOT par rapport à ses clients pour savoir quels pourraient être les risques justement avec le Covid ou sans Covid dans le futur pour voir si leur investissement allait diminuer aussi ou s'il y avait des opportunités justement de développer le produit ou d'aller vers d'autres équipes ou des choses comme ça. Et ensuite, il a aussi dit quelque chose d'intéressant comme vous disiez,
de voir toutes les personnes qui n'avaient pas fait de projet finalement de CRM ou qui avaient été chez un concurrent et de les recontacter parce que peut-être que justement, ils ont choisi un autre concurrent mais qui ne s'en sont pas satisfaits et que il est important de voir dans tous les cas s'ils peuvent être intéressants. Et donc là, justement, ils retourneraient dans la catégorie bronze un peu, comme vous disiez. Et, euh, et ensuite, pour terminer, il disait, voilà, il faut être transparent et être vraiment, comme vous disiez, être ensemble on va y arriver ensemble et tous les pays concentrés, tous les pays entre eux. Donc, voilà, c'était juste ça que je voulais un peu dire à Oui. FIC, comment on collaborait comme ça. Donc, c'était un peu d'inspiration. Oui, oui, merci, je crois, sur ces retours opérationnels, que vous avez pas mal de commerciaux, effectivement, chez FICI, donc on est dans des cas, effectivement, concrets. Donc, effectivement, on voit qu'il va falloir reconstruire la segmentation de ses clients pour ensuite rechallenger les typologies d'actions. Quelles sont mes typologies d'actions online, mes typologies d'actions offline? Offline, ça peut être en physique, mais effectivement aussi à distance, de manière téléphonique, en visio, par email et tous les canaux possibles. Et puis enfin, le sujet des ressources, c'est comment est-ce que je match mes ressources avec mes clients. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si j'ai 10 commerciaux qui font 2000 jours de travail commercial par an, comment je vais déterminer leur temps de vente? Donc, comment est-ce que je vais enlever toute leur activité de back-office qui ne sont pas face aux clients et celles qui sont face aux clients? Et il y a par exemple, ce qui permet de le faire, c'est de se dire qu'est-ce qui est en back-office avec de la valeur et sans la valeur, et qu'est-ce qui est en front client avec de la valeur et peu de valeur. Et donc, du coup, vous arrivez avec une matrice à 4 entrées où vous avez le niveau de valeur de la tâche et de l'autre côté, le niveau d'interaction, est-ce que c'est avec le client ou en back-office. Et en déterminant ça, nous, on le fait, on se rend compte très souvent qu'on a 40% des forces de vente qui ont, l'essentiel des forces de vente ont 40% de leur temps sur des tâches plutôt de back-office et à faible valeur. Donc, c'est hyper intéressant de le refaire parce que ça va permettre de se dire demain, quelle est l'organisation cible que je veux avoir pour m'assurer que les clients or, dans un premier temps, et ensuite les clients argent, ont le meilleur niveau de support, de couverture, de pression commerciale sur les actions. Et ça va permettre de donner à un moment deux choses. Mon organisation cible, ma télévente, ma téléprospection, mes CAM, mes commerciaux terrain, mes managers, mes régions, ce qui est transverse, ce qui est national, international. Ça va permettre d'équiper l'organisation pour se dire, est-ce que finalement l'organisation pré-Covid est toujours adaptée au marché actuel et donc au potentiel qu'on a déterminé dans les or, argent, bronze, ce qu'on appelle le modèle commercial. Et puis, ça va permettre derrière de construire le plan d'action annuel, le plan d'action commercial qu'il va falloir de toute façon refaire puisque les conditions de jeu et de marché ont changé. Et derrière, le plan d'action et les tableaux de bord pour suivre les nouveaux indicateurs post-Covid. On a plein d'indicateurs en ce moment qui sont challengés et qui sont plus faits sur la même base. Donc ça, c'est vraiment dans la deuxième clé que je voulais partager avec vous. On a vu l'état d'esprit. Deuxième clé qu'on partage, c'est la raison d'être, l'offre et comment est-ce qu'on peut mieux servir son marché en lui proposant ce qu'il a envie d'acheter. Et dans ce modèle-là, comment est-ce que je réoriente mes efforts commerciaux sur les bonnes cibles, sur les clients importants et ceux qui ont plus de potentiel, évidemment, et comment est-ce que je réorganise avec des ressources, des équipes qui soient orientées sur les bonnes cibles, avec les bons produits. Troisième sujet, alors là, on va descendre dans quelque chose qui découle de la clé numéro 2 et qui en même temps est très sonnante et trébuchante, très pragmatique, vous allez le voir, et qui a vocation effectivement à vous donner des clés opérationnelles de court terme qui évolueront une fois que vous aurez fait évidemment le chantier numéro 2. Je vais vous repasser un sondage à l'écran pour voir où vous en êtes sur le niveau de prospection de vos équipes actuelles. Est-ce que vos équipes commerciales prospectent encore? Non à l'arrêt, un peu, oui comme avant et plus qu'avant. On va laisser les remontées arriver. À l'arrêt, 66%, 60%, un peu 22%. Oui comme avant, 16%. Ok, donc on va stopper ici la photo.
voilà, 62 tiers qui disent quasiment à l'arrêt ou un sur deux qui dit à l'arrêt carrément. Ça, c'est un sujet qui est important et on va le voir de manière très, très pragmatique et très concrète. Pourquoi il est important? Il est important parce que quand la prospection est à l'arrêt, en fait, il y a un effet de double peine. Comme il faut du temps pour semer avant de récolter, si on stoppe chaque jour de prospection qu'on stoppe, on va reporter d'autant la capacité à prendre des bons de commande dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc là-dessus, il y a un sujet qui est de se dire, est-ce qu'il faut arrêter ou pas? Non, on ne peut pas arrêter. La question du comment est fondamentale parce qu'évidemment, il y a des contraintes et qu'on ne peut pas le faire comme avant. Mais en tout cas, on doit idéalement, et on le voit nous sur 200 clients, je crois qu'on en a 10 qui n'ont vraiment pas la capacité de le faire. Sur tous les autres qui étaient 40 au début à nous dire on va continuer, aujourd'hui on est à plus de 160 qui ont remis en route leur prospection de manière différente, avec des indicateurs et des objectifs évidemment très souvent moins ambitieux, mais en tout cas, qui ont remis en route leur machine de prospection, parce que sinon, on hypothèque évidemment la reprise. On dit souvent que le chiffre d'affaires, c'est une baignoire. D'une part, elle est en train de se vider. Le deuxième niveau de la baignoire, c'est les propals qui sont dans la pipeline en cours, dans votre CRM préféré. Et puis ensuite, c'est la prospection qui va venir alimenter le remplissage de la baignoire avec les propositions en cours. Alors, plusieurs niveaux d'intervention de manière très concrète. Premier sujet, sur vos clients existants, vous devez redéfinir effectivement ceux qui sont hors argent bronze. Il va falloir, pour les clients les plus importants, envisager de nommer un sponsor CODIR, notamment pour vos clients or et vos clients argent, c'est-à-dire ceux qui contribuent le plus en chiffre d'affaires, pour que ceux-ci soient sous contrôle et avec un pilotage très fin des planifications commerciales et planifications d'achat et de vente des prochains mois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur vos grands comptes, il va falloir sonder plusieurs contacts clés parce que chacun a un point de vue différent et donc il faut surtout pas se fier au premier contact habituel avec lequel on échange. On se rend compte qu'il peut y avoir des opportunités ou des points de vue différents, donc il va falloir prolonger et vérifier l'information plusieurs fois. Il faut éventuellement prolonger les délais de paiement. Il va falloir améliorer la qualité de service. Il va falloir valider le business en cours et à venir. Et il va falloir construire la planification du business avec des scénarios qui soient faits avec vos clients en co-construction. Ça, c'est super important que ceux qui sont vos 20-80 soient vus de manière extrêmement précise, avec au-delà d'une conversation sympathique pour prendre des nouvelles, il va vraiment falloir re-rentrer dans la sécurisation de vos top clients et construire avec eux les 6 prochains mois, les 12 prochains mois, pour d'une part sécuriser le business et partager l'information avec l'interne. Oui. Si je peux me permettre, Dominique, je voulais aussi également dire que chez nous, c'est ce qu'on est déjà occupé à faire. Donc, c'est vrai que c'est vraiment clé. Peu importe la taille de vos clients aussi, c'est vraiment clé de les segmenter en VIP, en important aussi, et de, comme vous dites, bien trouver les personnes clés qui pourront être nos interlocuteurs dans le futur pour sécuriser ce business et vraiment, en plus, peut-être même essayer de développer encore quelque chose avec eux, quoi. Donc, chez nous, c'est ce qu'on est occupé à faire en les segmentant, en les contactant et aussi, donc, en vraiment définissant les stratégies et également aussi sur le côté en développant notre écosystème grâce à nos partenariats stratégiques aussi. Donc, développer les clients, mais aussi développer notre écosystème et nos partenariats stratégiques. D'accord. Merci pour ce retour, Geoffroy. Alors, on voit, là, on a le premier sujet, c'est de sécuriser le revenu existant, celui qui est déjà dans le chiffre d'affaires de l'entreprise. On va avoir un deuxième élément qui est important, c'est tout ce qui concerne le développement et la conquête. Le développement, c'est sur les clients actifs. La conquête, ce qu'on appelle le new business, la chasse, c'est généralement sur les prospects ou les inactifs depuis un certain nombre de mois ou d'années en fonction des règles que vous avez dans votre entreprise pour définir vos clients inactifs, ceux avec lesquels vous n'avez pas commercé. La formule, elle est simple. Il y a plusieurs facteurs. C'est un nombre de leads fois un taux de conversion fois le panier moyen avec la vitesse et la durée du cycle de vente et ça va vous donner votre chiffre d'affaires. Quelles sont les hypothèses qu'on peut faire en ce moment? La durée du cycle de vente, elle risque de s'allonger. Ça, c'est certain. On risque en tout cas d'avoir des reports. Sur quoi, du coup, est-ce qu'on peut agir? Le panier moyen, on peut éventuellement agir. CF, offre marketing, point 2 qu'on a vu tout à l'heure. Je peux imaginer des offres alternatives, des offres complémentaires. Je peux imaginer de vendre
plutôt ce que les clients achètent que ce que j'avais initialement en stock. Et il faut y réfléchir. Je peux baisser mon panier moyen, je peux avoir des manières de couper mon offre pour la rendre plus accessible. Donc, je peux travailler le panier moyen. Je peux bosser mon taux de conversion et vous, en tant que manager, patron des ventes, direction commerciale, direction générale, bah, vous avez un sujet, c'est qu'il va falloir augmenter le taux de conversion. C'est-à-dire que les affaires en cours, on ne doit pas simplement faire comme d'habitude, on doit faire mieux et on doit absolument être certain qu'on tape bien la balle, mais surtout qu'elle passe le filet. Donc, ça veut dire que c'est pas tant comment on va, si on joue, mais surtout comment est-ce qu'on va jouer. Donc, ça, c'est le taux de conversion. Et donc, ça veut dire que le management a un rôle clé pour augmenter la capacité à gagner. Et puis, on a un sujet majeur qui est un facteur de quantité. Le taux de conversion, c'est un facteur de qualité. Le nombre de leads, c'est un facteur de quantité. Et ça veut dire qu'il va falloir drastiquement accroître l'intensité, l'agressivité commerciale, parce que de toute façon, il va falloir gérer du volume pour espérer maintenir un niveau de résultat qui limite la casse. Dit autrement, sur quelques aspects clés, les 10 clés qui sont en cours, vous devez mettre en place une war room. Je vais vous en montrer une juste après. Vous devez mettre en place une war room. Il est obligatoire que chacune des opportunités clés de l'entreprise soit révisée avec le manager, que vous, en tant que leader, vous les suiviez une par une, que vous sachiez exactement dans votre CRM lesquelles sont-elles, à quelle échéance elles doivent être clôturées, quel est le commercial qui bosse dessus, quels sont les plans B pour chacune des offres, et est-ce qu'on a bien maximisé nos chances de gagner. C'est 80% de boulot de préparation, 20% de partie visible de l'iceberg, qui est l'interaction avec le client. Il y a 80% en amont de jus de cerveau pour s'assurer qu'on a mis toutes les chances de notre côté pour gagner le deal. Ça, c'est sur vos deals clés. Sur les deals transactionnels, le sujet, ça va être d'augmenter le nombre de leads. Il va falloir trouver tous les moyens, télévente, revue de portefeuille pour le cross-selling, enrichir les fichiers de vos contacts avec le téléphone mobile de vos décisionnaires, prospects ou clients, travailler avec le marketing, faire du marketing online, puisque les gens sont en ligne en ce moment, donc c'est là qu'ils sont. L'abribus aujourd'hui, ou le 4x3 dans la rue, c'est devenu encore plus qu'avant le fait que ce soit l'écran de chacun. Des campagnes marketing, des actions de promotion. Donc, il va falloir générer beaucoup plus de leads par des actions variées, multiples et beaucoup plus quantitatives et plus agressives pour pouvoir réalimenter la baignoire. Puis enfin, le dernier sujet, sur la défense du prix, il y a une règle là-dessus, c'est qu'il faut toujours mieux baisser les volumes que baisser les prix. Si vous commencez à baisser les prix, comme dirait Churchill, vous finirez par avoir les deux, vous aurez baissé vos volumes et vous aurez baissé vos prix. Il faut mieux baisser d'abord les volumes. Si un client vous dit la facture est trop élevée, qu'est-ce qu'on peut faire? Si vous baissez les prix, de toute façon, au final, 3/4 du temps, vous finirez par baisser aussi les volumes. Donc, baissez d'abord vos volumes, négociez. Et en fait, on se rend compte qu'en ce moment, on est beaucoup moins dans des tempéraments de vente que dans des situations de négociation. Il va falloir rapprocher des positions, la position du client et la position du fournisseur. Et donc, il va falloir travailler sur toutes les techniques de négociation, les positions qui ne sont pas les intérêts. Je rappellerai de manière simple, c'est que quand on coupe la poire en deux, en fait, on se trompe. C'est une histoire assez connue que je vais vous raconter. Vous avez deux enfants qui sont dans la cuisine, qui crient l'un sur l'autre en disant « mais je veux l'orange, je veux l'orange ». La maman arrive, coupe l'orange en deux pour que chacun ait une partie de l'orange. Et en fait, l'histoire, c'est que la petite fille voulait le jus pour faire un jus d'orange et le petit garçon voulait simplement le zeste pour faire son gâteau à l'orange. Et donc, finalement, on pouvait satisfaire tout le monde sans couper l'orange en deux, mais simplement en comprenant qu'au-delà des positions, il y avait des intérêts qui étaient divergents. Et en comprenant les intérêts, on pouvait rendre tout le monde heureux. Donc, il y a plein de sujets de négociation qui vont revenir de manière importante. Je me permets de réagir aussi. Parce que on est tout à fait d'accord aussi avec FICI, et pour donner aussi quelques autres inspirations ou continuer la conversation, nous on lance aussi donc une stratégie de développement de notre image aussi sur les réseaux sociaux, donc via LinkedIn majoritairement. Donc pour augmenter le nombre de leads, parce que le marketing est toujours encore là pour faire ça et pour aider. Et donc on différencie. Avant ça pouvait être plus via des événements ou des présences à des foires ou des choses comme ça. Donc là, maintenant, on a essayé de faire un événement digital, comme c'est un peu le cas qui est en train de se développer énormément. Donc, on va continuer à essayer de faire ça. Et puis, sur le côté, on développe aussi une stratégie, comme vous dites, les ventes n'arriveront peut-être pas tout de suite, ou en tout cas
pas aussi fortement qu'avant. Donc, on essaye de mettre en place un développement de brand awareness, comme on dit, donc développement de l'image de marque pour tous les secteurs d'activité qu'on cible. Donc, c'est aussi peut-être le moment de repenser à comment continuer à développer du lead autrement, mais comment développer son image de marque. Et je pense que c'est un moment important pour le faire. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous. Merci Geoffroy aussi pour ces retours directement du terrain et qui sont aussi intéressants. Alors ça, c'est Noir Room. C'est Noir Room pour des grands comptes. On a l'organigramme de tous les comptes clés. Ça, c'est ce qu'on a chez les clients en ce moment. Alors, on le fait de manière digitale en ce moment également, où on a tous les organigrammes de tous les comptes clés, tous les gold, tous les silver, et on sait exactement avec quelle personne on va discuter. Donc là, on est vraiment sur les stratégies de vente complexe, multi-interlocuteurs, tous les sujets d'influence, de décision, de sponsors, d'opposants. Donc là, on a tout un travail et puis l'évaluation des opportunités sur 40 points qui permet de se dire sur 40 points quelles sont mes probabilités de gagner, de conserver mon business ou de gagner l'opportunité en cours de manière extrêmement rationnelle. Et ça, c'est 80% du temps de travail des équipes commerciales grands comptes en ce moment de nos clients. C'est sur ça qu'on les aide et ça permet vraiment de passer de une approche, je vais essayer de gérer au mieux, à une approche extrêmement construite, processée, qui garantisse le meilleur résultat possible. Et puis enfin, dernier point, et on passera là-dessus de manière rapide, on en a parlé, effectivement, il faut continuer à prendre des rendez-vous, il faut continuer de faire en sorte que vos équipes, marketing, lead gen, mais aussi commercial, génèrent du flux de rendez-vous. On le voit sur nos clients, maintenant, on a plus de la moitié qui ont réussi à remettre en route une logique de prise de rendez-vous et qui remplissent à nouveau les agendas de leurs commerciaux. Il ne faut surtout pas lâcher ce point-là. Contenu un peu dense sur le point 3, mais vraiment très opérationnel, très important et qui fait vraiment partie des actions clés à mettre en place dès les prochaines semaines et dès maintenant, en fait, avec le déconfinement auprès de vos équipes puis de vos clients. Alors, petit sondage pour continuer sur le niveau de la part des ventes terrain dans votre chiffre d'affaires. Je vous passe le sondage à l'écran. Quelle est la part des ventes terrain dans votre chiffre d'affaires? Je vous laisse tout doucement y répondre et on va partager autour de ça. Alors, on va couper. Je laisse les derniers s'installer. On est quasiment 200 personnes, donc on est effectivement très nombreux. Donc c'est pour ça que ça a aussi du sens parce que ça permet d'avoir un retour intéressant. Je vais couper le sondage. Donc on va dire qu'on a 50% qui sont à plus de 50% de leur chiffre d'affaires généré par les ventes terrain. Donc c'est pas neutre évidemment en ce moment puisqu'on a une problématique forte, c'est qu'on a une réduction drastique de la mobilité, ce qui fait partie intrinsèque du fonctionnement commercial. En tout cas, c'est un des canaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces sujets-là? Déjà, ce que je vais dire va sûrement un peu gratter, peut-être, et en tout cas, je le dis pour contribuer au débat. Je n'ai pas vocation à avoir raison et à déranger mon audience, mais qu'est-ce qui se passe quand on regarde un peu l'histoire de la visite terrain? Finalement, on se rend compte qu'avant 2010, c'était le seul canal quasiment pour pouvoir échanger avec ses clients. Il y avait un peu le téléphone, mais il y avait quand même, et on le voit, beaucoup d'équipes et beaucoup d'entreprises. Là, j'ai fait un webinaire pour BPI France il y a 15 jours. Sur 400 participants, il y en avait plus de 80%, dont 80% du chiffre d'affaires venait du terrain. Donc, on voit bien que c'est encore très ancré dans les cultures latines et dans nombreux de nos pays. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, un des rôles du commercial, pour dire les choses de manière simple, c'est qu'il s'agissait pour lui de parler et d'apporter l'information à ses clients. Donc, il y avait un rôle quasiment de transport de l'information vers le client. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les clients, eux, ils nous disent quoi? Et ils ont souvent toujours raison avant nous, fournisseurs. C'est qu'ils veulent faire leur parcours achat tout seuls. Donc, ils disent, moi, le commercial, c'est plus le seul point d'entrée pour comprendre un marché et les fournisseurs en présence. Moi, je fais mon parcours achat tout seul. Et il le fait en ligne. Et il le fait à distance et il le réclame. Parce qu'en plus, le client, c'est le même à la maison qu'au travail. Quand il voit qu'à la maison, il peut tout faire en ligne sur quelques touches dans son application préférée, il a tendance à refaire la même chose au bureau. Donc, on voit bien qu'on a des clients qui sont prêts à cette solution. Et quand on regarde la réalité de manière un peu froide
du rendement commercial de la visite terrain, bah, très souvent, c'est coûteux, ça prend du temps et on passe quasiment plus de temps à rouler qu'à parler avec le client. Et donc, ça finit par se dire, est-ce qu'il ne faudrait pas ressonder l'intérêt de ce canal-là? Et d'ailleurs, est-ce qu'on n'a pas confondu le contenant et le contenu? Aller rencontrer le client, est-ce que c'est vraiment ça le sujet? Le sujet, ce qui crée de la valeur, c'est de converser avec le client. Et quand on parle de conversation, on se centre plus sur le contenant, mais sur le contenu. Et donc, du coup, on peut se dire, quels sont les autres moyens de converser avec mes clients? Puis si je pousse encore plus loin, puisque le client a plusieurs points de contact possibles avec ses fournisseurs, ben, quels sont les différents points de contact et sur lesquels, puisque la force de vente terrain, c'est ce qui coûte le plus cher, ben dans ce cas-là, ça veut dire que d'une manière assez naturelle, il faudrait que les commerciaux soient affectés aux tâches qui créent le plus de valeur ajoutée. Donc peut-être plutôt des tâches de closing que des tâches de qualification. Donc on voit qu'il y a toute une réflexion qui peut démarrer pour se dire finalement comment est-ce qu'on peut revisiter notre modèle commercial, on l'a vu un peu tout à l'heure, et donc penser autrement le rôle du commercial terrain dans sa valeur, dans son interaction avec ses clients, et comment est-ce qu'il va pouvoir garder une part importante dans le dispositif, mais sur des objectifs différents et qui créent beaucoup plus de valeur. Donc on voit bien que là-dessus, il y a toute une conduite du changement, et je vais faire la synthèse de la présentation en parlant de manière très concrète maintenant. Qu'est-ce que ça va impliquer? Pour resynthétiser, c'est le dernier slide, il reste 2 slides, et après je prends les questions et les réponses avec grand plaisir pendant les 15 prochaines minutes. Premier sujet, c'est de se dire, on doit travailler sur le rebond stratégique, analyse du marketing, quelle offre, quelle veille marché, quelle offre de mon pricing, comment est-ce qu'on va bouger là-dessus. On doit faire attention en tant que manager, en tant que leader, travailler absolument sur vos équipes, les remettre en route, maintenir le mental, les reprojeter vers des éléments opérationnels qui sont entre leurs mains pour les 6 prochains mois. Faire évoluer votre modèle commercial, le choix des canaux, on vient d'en parler à l'instant. Quels sont mes segments or, argent, bronze? Refaire ce travail de réflexion stratégique autour de vos clients prioritaires, ceux qui ont le plus de potentiel post-Covid, et comment je vais pouvoir rapidement couvrir ce potentiel et aller le chercher. Protégez votre revenu. Suivi de vos clients stratégiques. Geoffroy en a également reparlé. Coaching resserré des affaires les plus chaudes. Formez vos commerciaux, parce qu'on le voit, les techniques qui vont être importantes dans les prochaines semaines, c'est les techniques de vente, évidemment, c'est les techniques de vente à distance, c'est évidemment aussi toutes les techniques autour de la négociation. Comment est-ce que je préserve mes revenus quand les intérêts de mes clients et les miens sont divergents, potentiellement. Poursuivre une stratégie agressive de génération de leads, il va falloir absolument continuer à prospecter le plus possible. Et donc, comment est-ce qu'on organise les équipes, comment est-ce qu'on organise la donnée, comment est-ce qu'on utilise son CRM pour pouvoir développer des interactions online massives, réplicables et qui permettent d'aller interagir avec ses clients sans forcément passer par un canal physique. J'avais un de mes clients qui me disait, j'ai 1000 clients, je ne vais pas demander à tous mes commerciaux de les appeler, ça va prendre 1 mois. C'est pas faux. Ils peuvent peut-être appeler les clients hors et tous les autres clients, on peut imaginer que le marketing fasse une première couche et puis en fonction de ceux qui réagissent sur l'envoi marketing et l'action marketing qui aurait été choisie, ensuite on les donne aux commerciaux. Donc on peut imaginer différentes manières d'adresser son portefeuille. Et puis enfin, dernier chantier extrêmement important, la vente à distance. Comment est-ce qu'on va accompagner des commerciaux habitués à faire de la vente à l'extérieur à passer à une vente à l'intérieur? Et donc comment travailler à distance, comment avoir des rendez-vous téléphoniques, quels sont les objectifs quand on n'a que 20-30 minutes de disponibilité du client et non plus 1 heure ou 1 heure et demie, comment est-ce qu'on va découper le cycle de vente, comment est-ce qu'on va aider les commerciaux à s'approprier les outils, parce que c'est anxiogène pour encore beaucoup d'entre eux qui ne sont pas du tout à l'aise avec l'usage de tous les outils. Donc on voit bien qu'on a plusieurs chantiers, au moins 6, et vous choisirez ce qui correspond le plus à vos business. On va passer aux questions-réponses. Comme évidemment, en ce moment, Geoffroy, et on va prendre les questions et les réponses avec Geoffroy. Je vous ai partagé aussi des livres, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui naissent, qui réapparaissent. Alors moi, j'ai toujours été passionné de lecture, et il y a pas mal de clients dans les sessions de travail qui nous disent « Et toi, tu lis quoi en ce moment ?» Et donc, on se passe pas mal de bons tuyaux, de bons bouquins. Moi, je vous en partage 3 qui ont enchanté mes soirées et qui m'ont fait voyager. Et en ce moment, c'est pas mal de pouvoir voyager. Je pense notamment à un livre sur la Toscane avec le soleil d'Escorta qui est absolument incroyable, sur les chemins noirs et évidemment fabuleux, et je suis certain que certains d'entre vous l'ont lu. Si vous avez des bons livres
Moi, je suis preneur parce que c'est comme ça aussi qu'on découvre des pépites. En tout cas, vous avez 3 pépites. Shibumi, c'est un peu plutôt plus un thriller que les autres. En tout cas, voilà, s'il y en a qui ont des bons livres à partager, moi, je suis preneur. Ça fait partie des bonnes découvertes en ce moment avec le confinement. Ça ouvre des possibles différents. Donc, je suis évidemment preneur. Merci infiniment pour votre participation et on va prendre toutes les questions avec Geoffroy pour les 10-15 prochaines minutes. Merci encore et j'espère que ce contenu vous aura été utile pour vos entreprises et dans vos métiers de dirigeants. Merci à vous. Merci beaucoup, Dominique. Donc, voilà, c'est le moment pour poser vos questions. Je pense que Julie a une question déjà très intéressante, un peu précise, et donc essayez de voir si peut-être vous sauriez y répondre ou donner des conseils peut-être par rapport à ça. Elle demande, tous ces conseils sont très intéressants, mais qu'en est-il lorsque le produit n'est pas tangible? Par exemple, vendre une présence sur foire ou salon lors d'un event dont à l'heure actuelle on ne sait même pas s'il pourra avoir lieu. Aurez-vous une idée ce concernant? Alors, comment est-ce qu'on fait effectivement pour vendre un produit? Alors, on va avoir typiquement, on va reprendre là les pistes de travail. Il n'y a évidemment pas de réponse magique et avec beaucoup d'humilité et de modestie. Chaque cas effectivement est particulier et on le traite au cas par cas. Typiquement, on va reprendre plutôt les pistes de travail qu'on a vues dans la deuxième clé autour de mon positionnement et quel type de conversation je peux avoir avec mes clients. Comment est-ce que je peux déplacer ma chaîne de valeur? Est-ce que je peux déplacer éventuellement la manière de délivrer? Moi, j'ai vu on a des clients qui sont dans l'événementiel, qui organisent des salons. Ben, ils ont initié des journées en ligne à moitié tarif avec des logiques de réseautage qui sont très demandées par les clients en ce moment pour obtenir des opportunités de business. Et donc, ils ont déplacé de manière assez rapide une V1 d'une journée qui a été intégralement faite en ligne et qui a connu un franc succès. Donc ça a permis de faire bouger l'offre de valeur en tenant compte des contraintes parce qu'effectivement, si on garde la situation, les événements ne pourront pas avoir lieu. Donc, c'est là qu'il faut repartir sur votre raison d'être, retravailler en se disant, on oublie ce qu'on fait habituellement et comment est-ce qu'on pourrait réenvisager autrement? Comment est-ce qu'on pourrait couper notre produit en petites briques plus petites? Comment on pourrait interagir par des canaux différents? Donc, ce seraient des pistes de réflexion pour la question de Julie. Et là, il y a un travail évidemment de fond à mener pour trouver des pistes. En général, après quelques sessions de travail d'1 heure ou 2 heures en interne, finissent par émerger des pistes. Voilà la réponse pour Julie. Merci. J'espère que ça vous aide un peu, Julie. Donc, n'hésitez pas encore à mettre des commentaires si vous avez d'autres questions. Laetitia nous demande, elle dit, si je puis me permettre, Dominique nous disait de réfléchir à ce que veulent les clients actuellement. Et justement, je n'ai pas toujours besoin de présence sur des salons actuellement. En revanche, organiser des salons virtuels, comme vous dites, se fait, ou des événements digitaux. Donc, qu'en pensez-vous un peu? Est-ce que vous pensez que justement c'est important ou est-ce que les événements digitaux vont se généraliser et peut-être être plus présents même quand la crise diminuera et avoir un nouveau business model là-dessus? Qu'en pensez-vous? Nous, on pense vraiment, parce qu'on l'observe et que les chiffres le montrent, c'est que la présence du digital comme canal d'interaction va vraiment s'intensifier. C'était déjà une tendance de fond. En B2C énormément, en B2B, on le voyait de plus en plus apparaître. Et là, on voit que finalement, ça va devenir non pas une fatalité, mais un nouveau mode d'interaction où on aura plein de canaux de relations entre des fournisseurs et leurs clients. Donc oui, ça va être durable. On va rentrer dans un déconfinement perlé avec des allers et retours, des problématiques de repropagation du virus qui n'a pas disparu. Il a simplement, sa diffusion a été ralentie, mais il n'a pas disparu. Ça veut dire que des commerciaux qui avant pouvaient éventuellement, dans certains business, se présenter de manière spontanée à l'accueil des entreprises, aujourd'hui, il y aura des protocoles sanitaires. On n'accepte plus de visiteurs spontanés dans l'entreprise. Comment est-ce qu'on va réorienter les visites des commerciaux dans ce contexte-là? Donc, effectivement, on voit bien qu'il va falloir repenser de manière durable. Ce sera le seul moyen de continuer à remplir le carnet de commandes parce que plus vite on sort du déni ou de la colère qui est légitime et associée au fait qu'on ne puisse plus exercer comme auparavant,
plus vite on en sort, plus vite on va revoir le champ des possibles. Et c'est là où il y a un travail de fond qui est à reprendre dans chaque entreprise. D'accord. Il y a Sylvie aussi qui nous dit, donc elle vous remercie, c'est un webinaire fort intéressant. Elle dit, quand le marketing n'est pas la priorité de la société et que l'on devait évoluer vers un CRM, FlexMail. FlexMail, chez nous, c'est notre outil pour envoyer des emails, des emails de masse. Donc, c'est pas la priorité de la société et que l'on devait évoluer vers un CRM FlexMail plus performant, mis en stand-by. Comment faire pour persuader le DG qu'une OP marketing sera porteuse? Alors, on peut déjà évaluer le coût caché de plus générer de leads et de se dire si on a 10 commerciaux qui aujourd'hui sont non actifs parce qu'il n'y a plus de leads à traiter, finalement, il y a un premier niveau de coût caché qui peut rentrer dans un calcul de perte cachée mais réelle. Deuxième élément, il faut peut-être réduire l'ambition du projet en se disant le couper en petites phases qui sont un peu moins ambitieuses en termes de budget. Peut-être se dire qu'il faudrait déjà prouver à la mano qu'on est capable de mener une opération marketing qui ramène des leads. Donc peut-être avoir déjà des premiers tests faits de manière moins conséquente, aller montrer qu'il y a une tendance qui est favorable et ensuite peut-être partir sur quelque chose qui soit pas l'intégralité des fonctionnalités, mais un peu plus petit pour se dire, comme un bon commercial sait souvent le faire, il y a une offre A, il y a une offre B. C'est peut-être avoir un refus sur l'offre A, mais avoir un début d'accord sur l'offre B. Donc, j'aurais tendance à revisiter le projet pour le rendre plus accessible et à nouveau tenir compte des contraintes de prise de risque qui sont légitimes de la part d'une direction générale qui a aussi l'obligation d'avoir une casquette financière et de trésorerie pour protéger la survie d'entreprise à 6-12 mois. Donc, on voit bien qu'il va falloir, en termes de vente interne, également trouver des manières de proposer des projets revisités, peut-être moins ambitieux, mais pour au moins que les choses se fassent. Ok. Va pour l'offre B. Le chat a communiqué par rapport à ce que Julie a mis, donc c'est assez sympa aussi. J'aurais une question de mon côté aussi, personnellement. Oui. Vous parlez de la vente à distance aussi, et j'ai un commercial qui m'a dit justement hier, moi j'attends avec impatience de pouvoir repartir, de pouvoir revoir les clients, et je n'osais pas trop lui dire ce sera pas aussi facile qu'avant, et peut-être même pas possible. Donc j'aurais une question, c'est comment un peu l'aider. Lui, il est vraiment habitué à avoir des clients. Comment l'aider dans cette nouvelle façon de travailler avec la vente à distance? Alors, déjà, en fait, c'est vrai qu'il y a une première phase qui est une phase quasiment personnelle pour chaque personne dans cette crise. C'est comme toute courbe du deuil, on passe par une phase de déni, de colère, de défense, et puis on commence à se remobiliser. Donc, chacun a son rythme auquel il arrive à traverser ces courbes et ces phases de la courbe pour un moment se reprojeter et se dire, OK, j'ai fait une croix sur ce qui était avant. Et donc, je suis capable, à ce moment-là, de pouvoir réenvisager des options nouvelles qui sont à construire à ce moment-là. Peut-être, et nous, on le voit quand on fait les conduites du changement avec de l'internalisation de force de vente, on se rend compte, par exemple, qu'ils découvrent le plaisir de pouvoir faire moins de kilomètres sur des clients qui ont peu de potentiel. Je pense à un client où chaque commercial visite à peu près 300 à 400 points de vente toutes les 6 à 8 semaines. Ils découchent 3 à 4 nuits par semaine. Quand on a fait un programme d'accompagnement à la réinternalisation de leur force de vente, ils se sont rendus compte qu'ils ne continuaient à visiter que les clients hors. Donc là, ils ne visitaient finalement plus que 3 jours par semaine leurs clients, mais ce n'était que les clients avec le plus gros potentiel. Et ils faisaient par téléphone tout le reste. Ils avaient une meilleure qualité de vie, moins de fatigue, moins de risques. Et ils se rendaient compte, avec des outils en visio, qu'ils arrivaient à avoir des bien meilleures conversations avec leurs clients, parce que quand ils arrivaient dans le site, ils se retrouvaient avec le client qui faisait déjà certaines choses et qui leur accordait peu de temps, alors que quand ils planifiaient un call en visio de 20 minutes avec leur client pour faire le réassort, le point sur les commandes en cours, ils avaient leur client avec un niveau de qualité de la conversation qui était beaucoup plus élevé. Donc, il y a eu des effets collatéraux positifs qui se sont mis en route. Et comme toujours, on a eu des early adopters, des premières personnes qui ont commencé à dire « Attendez, c'est super,
Il y a des choses que je ne pouvais pas faire quand j'y allais en rendez-vous physique, parce que typiquement, je faisais 150 km et que le client avait annulé la visite 15 minutes avant, et donc du coup, je ne pouvais rien faire. Ben là, quand ça m'arrive au téléphone, je suis un peu moins déçu. Donc, effectivement, il n'y a pas de réponse simple. Il y aura une conduite du changement qui sera plus facile pour certains, qui sont habitués aux outils, qui sont habitués à mixer les canaux, qui ne se posent plus de questions, qui ne parlent pas de rendez-vous physique, qui vont parler plutôt de conversation, et ils vont trouver le bon canal. Et puis, il y en a pour qui, évidemment, le rôle des managers va être très important pour les accompagner, les rassurer et les aider à passer vers ces nouveaux modes de vente qui vont de toute façon devenir une part de la norme. Merci. Ce qui est intéressant, c'est que sur le chat aussi, ça a continué à discuter par rapport au sujet pendant qu'on répondait. Donc, c'était vraiment sympa. Si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas. Voilà, je pense que… Il y a Julie qui repose une question. Voilà. Un conseil pour impliquer les équipes dans la reformulation de la proposition de valeur. En fait, il va falloir déjà évidemment avoir la prise de conscience au niveau de la gouvernance que c'est un sujet important. Alors, ça peut être porté par un manager qui en parle à son COMEX. Ça peut être un membre du COMEX qui est particulièrement réceptif sur ce sujet-là. C'est en tout cas la question à se poser, c'est est-ce que ce qu'on vend habituellement, on pense pouvoir le vendre autant qu'avant demain? Si à cette question on répond non, ça veut donc bien à un moment, il faut se dire qu'il va falloir faire autre chose. Si vous vendiez des fax et que l'email arrive, vous pouvez continuer à vendre des fax. On connaît tous certains exemples dans les appareils photo argentiques. On peut continuer à vendre ce qu'on vendait. À un moment, si vos clients ne les achètent plus, on ne pourra pas évidemment lutter très longtemps. Donc, si la question est ce que ce qu'on vend actuellement nous permettra de vendre autant demain que ce qu'on faisait avant, si la réponse est non, on a déjà une prise de conscience qu'il va falloir ouvrir le sujet. Ensuite, le meilleur moyen pour animer ce type de démarche, c'est d'avoir des approches plutôt bottom-up que top-down, pour impliquer les équipes terrain, les équipes marketing, 3-4 personnes qui se mettent en visio, qui se prennent un document partagé en ligne et qui commencent à se poser les bonnes questions, de se dire quelle est notre raison d'être et pourquoi est-ce qu'on existe dans notre écosystème. Et là, de reprendre la question, si on était une association, quel serait notre rôle? Et donc, de progressivement faire émerger les idées dans un format brainstorming, donc sans attendre de résultats précis à ce stade, mais de commencer à itérer des options, des scénarios. Et puis, chemin faisant, en structurant la démarche, on va commencer à identifier des options. Je vais vous prendre un exemple très simple que j'ai animé avec un de nos clients. Ils font du comptage de visiteurs sur les lieux de loisirs. Les campings, les stations de ski, ils ont un système qui permet de compter le nombre de visiteurs et s'assurer qu'on a les règles de sécurité. En ce moment, évidemment, ils n'ont plus aucun client. Ils me disent comment on fait. On réfléchit, on travaille, on fait plusieurs sessions de travail et ils se rendent compte finalement que dans le déconfinement, les supermarchés et les hypermarchés vont devoir, et tous les centres commerciaux vont devoir gérer une question relative à la sécurité qui est le nombre de visiteurs à un moment donné dans le magasin. Et il se trouve qu'eux savent très bien faire ça. Mais ça n'a jamais été une cible parce que, pour plein de raisons historiques, ils ont toujours été sur le marché plutôt du loisir. En fait, en moins de 15 jours, on avait identifié 200 décisionnaires potentiels, 200 entreprises, nom, prénom, téléphone portable, email, et tous les commerciaux ont été formés au pitch de prospection. Et on a initié, je crois qu'un mois plus tard, ils avaient initié plus de 50 rendez-vous avec des directeurs de centres immobiliers, des directeurs real estate, de ces centres commerciaux, de ces marques, dans le retail, textile, food, pour leur dire, voilà, comment est-ce qu'on peut vous aider, comment est-ce que vous allez faire pour traiter et adresser le sujet du contrôle des visiteurs dans vos magasins. Et là, je crois que cette semaine, ils sont en train d'avoir les premières propositions qui sont en train d'être en validation des clients. Donc voilà un repositionnement qui s'est fait quasiment en 5 semaines, de manière très concrète, et qui va rebasculer sur un segment opportuniste suite à ce travail sur la raison d'être. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Bon, s'il y en a qui ont des livres, moi je suis toujours partant, je renouvelle ma demande s'il y en a qui ont des livres pour mettre un peu de légèreté dans
dans cette situation difficile pour beaucoup d'entreprises et beaucoup d'entre nous, évidemment. Mais c'est bien d'avoir des pistes pour s'évader un peu. S'il y en a qui veulent m'envoyer un email pour me partager des bonnes pépites, je suis preneur. Moi, je repartage les 3 que vous avez à l'écran. Peut-être que Geoffrey, vous en avez aussi également que vous gardez sous le coude. Je suis plus dans la lecture détente pour le moment, donc ou dans les classiques. Donc moi, ce que j'ai recommencé, c'est les 3 Mousquetaires. Donc c'est peut-être la lecture la plus la plus intelligente. Ouais. Je pense que tout le monde la connaît aussi, mais voilà, moi c'est là-dedans que je repars un peu. Pour m'aider, c'est lire les classiques. Je vois un dernier élément de Sylvie qui nous parle de l'usage des outils. Sapiens, ouais, ça c'est ouais, tout à fait. Ça il est sur la liste, ouais. Merci Julie. Très juste, incontournable, je crois. Je ne sais pas si ça va nous permettre de ressortir très rassurés en lisant Sapiens, mais je crois qu'effectivement il est incontournable. Merci pour le partage. Sylvie, bah oui, effectivement, il y a une fracture numérique. On en parle dans d'autres conditions, plutôt des approches sociologiques. Mais il y a évidemment, au sein des forces de vente, une forme de fracture numérique. Certaines personnes sont à l'aise avec les outils, très simplement s'adaptent et utilisent tous les outils dans leur relation avec leurs clients, leurs prospects. Et d'autres ont vraiment une difficulté. Et évidemment, il y a un rôle d'accompagnement, de formation. En ce moment, je rappelle qu'il y a en France, en tout cas pour notre public qui nous écoute, qui est en France, il y a un dispositif de formation qui est pris en charge à 100% pour les équipes qui sont en chômage partiel. Nous, en ce moment, on va démarrer et on a démarré la formation de plus de 400 commerciaux sur notamment ces modules de vente à distance. Il y a évidemment un sujet de formation à porter pour accompagner les équipes de vente. Il y a ceux qui vont y arriver tout seuls et il y a ceux qui devront être formés pour appréhender ces nouvelles manières de vendre à distance qui impliquent des postures, des techniques, des outils, le séquencement du cycle de vente. Comment faire quand les rendez-vous d'1h15 se transforment en rendez-vous de 20 minutes parce que vous ne restez pas 1h15 au téléphone. Donc là-dessus, il y a évidemment tout un levier, un module de formation que je vous ai partagé dans le précédent slide et qui est évidemment fondamental. Vous avez un rôle en tant que dirigeant, manager, vous avez un rôle pour construire les conditions de succès des 6-12 prochains mois. Et un des leviers, ça va être l'évolution des compétences pour que vendre à distance fasse partie désormais du package d'un commercial en 2020. Tout à fait. Mais écoutez, je pense qu'on va pouvoir clôturer ce webinaire. Merci infiniment, merci FICI d'avoir organisé ce webinaire et cet événement. On était ravis de pouvoir, en tout cas, apporter du contenu et des pistes de réflexion pour vous aider dans vos stratégies commerciales à partir du 11 mai. Merci Geoffroy pour ce temps de préparation ensemble en amont. Merci beaucoup. C'était pour ma part très intéressant et je pense que les réactions dans le chat et les conversations même entre les gens ont montré que ça a vraiment intéressé pas mal de gens. Donc, encore merci à vous, Questieux, qui est notre partenaire avec FICI, d'avoir pris le temps de parler à nos clients et prospects aussi. C'était très intéressant. Pour rappel, parce que j'ai aussi une question, nous vous renverrons un condensé des slides ainsi que le replay vidéo. Voilà, comme ça, je le rappelle parce que j'ai reçu des demandes en privé. C'était vraiment très intéressant. On espère que cela a été pour vous aussi et on espère à très bientôt. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser à Dominique dans son email. Il vous partagera son email ou à moi-même aussi. Vous avez mon adresse email aussi. Voilà. Encore un grand merci et passez tous une bonne après-midi. Portez-vous bien. Bonne semaine à tous. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.